Bismillahirrahmanirrahim. Avant tout, je dois remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité et aussi les féliciter pour avoir organisé cette conférence qui traite vraiment un sujet très, très important et surtout d'actualité. Pour ma part, du moment que je suis dans le domaine des énergies renouvelables, je vais essayer à travers cette conférence d'essayer d'exposer un petit peu et de mettre en valeur la relation qui existe entre l'informatique et les énergies renouvelables avec un thème qui s'intitule l'informatique au service des énergies renouvelables. Pour cela, nous allons essayer un petit peu de le partager. Donc, la première partie, c'est on va essayer de parler un petit peu de notre structure de recherche brièvement, donc, dans laquelle je travaille, qui est le PSTCDR, particulièrement le LMH de Adra, suivi en quelque sorte, en général, on va essayer de parler des ressources renouvelables, de production d'électricité dans le monde et en Algérie. On va essayer un petit peu de parler aussi de la gestion d'énergie de ressources renouvelables, différents types d'installations qui existent. Et puis, on va parler du défi de gestion d'énergie de ressources renouvelables dans l'informatique, joue un rôle très important. Suivi après, on va essayer de parler du rôle de l'informatique dans les énergies renouvelables. Suivi à la fin, je vais essayer d'exposer un petit peu les différentes expériences de notre unité de recherche dans l'intégration de l'informatique dans les énergies renouvelables. Donc, nous allons commencer par notre structure de recherche qui est le PSTCDR. C'est une structure qui est affiliée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et qui est gérée par la direction de la recherche scientifique et du développement technologique. Donc, notre structure est composée de 4 unités de recherche. La première, c'est le Centre de développement des énergies renouvelables qui est à Bouzaréa, au niveau d'Argile. Donc, le deuxième, c'est l'unité de développement des équipements solaires, donc l'UDES qui est à Bousmaï. La troisième unité, c'est l'unité de recherche en énergie renouvelable appliquée qui est à Vardaya. Et la quatrième, c'est notre structure de recherche qui est l'unité de recherche en énergie renouvelable au milieu saharien qui est à Adana. Donc, pour ce qui concerne, nous allons essayer un petit peu de parler des ressources renouvelables et production d'électricité à travers le monde. Donc, selon un rapport annuel statistique des capacités renouvelables de 2020 de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, donc un résumé de l'évaluation des capacités cumulées de production d'électricité à base des principales ressources renouvelables dans le monde sur les 5 dernières années a été publié. Donc, pour chacune de ces filières. Donc, dans laquelle nous constatons que, à part, donc ils ont mis les différentes sources de renouvelables qui sont les plus utilisées et les plus rentables à travers le monde. Donc, une brève analyse des statistiques ainsi présentées permet déjà de dégager les premiers éléments qui pourraient aider les différents États à travers le monde à orienter objectivement le choix en matière de ressources renouvelables à développer dans le cadre de transition, par exemple, transition énergétique d'envergure. Donc, ainsi, selon les capacités cumulées installées à ce jour, il apparaît, à travers le monde bien sûr, il apparaît que la contribution de ce qu'on appelle l'hydroélectricité reste encore plus dominante par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelable, qui est à peu près de 41,2%. Donc, quant à la génération d'électricité renouvelable dans le monde. Donc, cependant, il faut remarquer que cette part, qui était de 60% il y a seulement 5 ans, est devenue régulièrement régressée pour laisser la place principalement à l'électricité éolienne, 26,2%, le solaire photovoltaïque, 25,3%. Bon, après, quand je parle de l'éolien, je parle, il y a deux types d'éolien. Donc, c'est l'éolien onshore et l'éolien offshore. Donc, après,
quant à la contribution de la biomasse et la géothermie à la production d'électricité renouvelable, elle reste vraiment assez faible, donc de 4,3% en 2019, et présente une variation très limitée. Donc, il y a peu de pays qui utilisent cette énergie-là, principalement, par exemple, comme l'Islande, par exemple, ou bien les pays du nord de l'Europe. Bon, comme première conclusion, si on peut l'appeler comme ça, on peut retenir que seuls l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire qui peuvent être a priori concourir à une production massive d'électricité, hein, et permettre ainsi une transition énergétique avec des objectifs ambitieux quant à la contribution des énergies renouvelables. Cependant, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il est clair que les perspectives de développement futur qu'offre chacune de ces filières dépend essentiellement des projections faites à moyen et à long terme. En matière, premièrement, d'innovation technique dans le domaine en question, des critères de performance économique établis et enfin des effets induits sur l'environnement. Donc, il n'y a pas que le choix financier qui l'emporte. Des fois, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Ainsi, c'est dans cette optique que l'analyse sur les tendances qui se dessinent par technologie est menée afin d'affiner encore plus les données pouvant mieux éclairer la situation. D'accord? Et aider à optimiser le choix antérieur des différents gouvernements concernant la transition énergétique ou bien l'efficacité énergétique ou bien même la consommation d'électricité. Toujours selon le dernier rapport de l'ENA, plutôt l'ERNA, donc sur les nouvelles capacités de génération d'électricité renouvelable installées en 2019, donc on indique que le solaire photovoltaïque continue d'évaluer en tête avec préparer presque 100 gigawattheures, plutôt 100 gigawatts supplémentaires d'installation juste en 2019. Ceci, ce que représente à peu près en fait, une augmentation de 20% par rapport à la capacité cumulée en 2019, plutôt en 2018, suivi de l'éolien qui n'a pas quand même progressé rapidement, donc que de 10%, soit à peu près 60 gigawatts de nouvelles capacités installées en 2019. Après, il y a l'hydroélectricité, donc de 1%. Et généralement, il est dû principalement c'est que ce sont des investissements quand même assez lourds. Et aussi, ils dépendent aussi de plusieurs paramètres que quelques pays n'ont pas pour la réalisation de cette électricité. Donc, après, la biomasse et la géothermie. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la projection à l'horizon de 2050, donc de l'évolution des capacités cumulées d'éolien en terrestre, donc nous allons essayer de parler de l'éolien et du photovoltaïque parce que simplement ce sont des sources renouvelables les plus intéressantes à réaliser. Donc, nous allons commencer pour l'éolien. Il y a deux types d'installations éoliennes, donc terrestres et sur mer. Donc, installées par les régions dans le monde selon le même rapport. Donc, la maîtrise des techniques de l'éolien en mer étant encore réservée aux pays industriels précurseurs. Donc, il n'y a que quelques pays qui sont engagés dans cette technologie, comme le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, etc. Donc, c'est-à-dire les grandes puissances. Donc, le grand des nouvelles capacités dans le monde reste toutefois à base d'éolien terrestre. Donc, ce qu'on appelle onshore wind. En effet, si on remarque bien, c'est que c'est l'Asie du sud-est qui aura une contribution notable aux capacités globales projetées à l'horizon de 2050. Donc, avec 5044 gigawatts qui pourront être installés dans cette région-là. Donc, avec un peu plus de la moitié de 2646 gigawatts. Donc, suivi de l'Amérique du Nord,
de l'Amérique du Nord avec 1146 gigawatts et de l'Europe. Et puis, à la fin, c'est l'Amérique latine et l'Afrique avec 525 gigawatts. Pour ce qui concerne l'éolien, bien les capacités cumulées d'éolien en mer, donc offshore, la même tendance se dessine avec une capacité globale à l'horizon de 2050 estimée à environ de 1000 gigawatts. Donc, dont une contribution toujours prépondérante de l'Asie, avec 613 gigawatts, suivi de l'Amérique du Nord, puis plutôt suivi de l'Europe, puis l'Amérique du Nord et à la fin, bon, l'Amérique latine et l'Australie. Donc, le tout, en fait, étant soutenu par des investissements assez lourds qui doivent être investis entre 60 et 100 milliards de dollars pour l'éolien en mer et entre 150 milliards de dollars à 200 milliards de dollars pour l'éolien terrestre. Pour ce qui concerne le solaire, donc, la capacité cumulée prévue de 8519 gigawatts d'ici 2050 est 30% supérieure à celle de l'éolien dans la même période. Donc, avec une contribution toujours prépondérante de l'Asie, avec 4837 gigawatts, suivi de l'Europe avec 891 gigawatts et de l'Amérique du Nord. Et puis, on remarque là que l'Afrique, quand même, elle envisage d'installer d'ici 2050 une quantité assez importante d'énergie à base de solaire photovoltaïque. Bon, sur un autre plan, donc les dernières indications les plus significatives concernant les coûts de production de l'électricité à base de diverses sources renouvelables montrent que la tendance est toujours à la baisse. Cependant, beaucoup plus pour le solaire photovoltaïque. Donc, on constate que pour le solaire photovoltaïque, il y a eu une diminution du prix d'un kilowattheure très rapide. Donc, ce dernier avec du coût moins de 5, qui ont atteint un coût de moins de 5 centimes de dollars le kilowattheure. Pratiquement, si on le voit bien, pratiquement dépassé l'éolien terrestre qui fournissait jusqu'ici l'électricité renouvelable de moins cher, bien sûr, hors hydroélectricité. Donc, il y a lieu de noter également la baisse remarquable du coût de production de solaire thermique à concentration des CSP. Donc, la production d'électricité par les grandes centrales photovoltaïques est actuellement mise en compétition avec celle générée avec d'autres ressources, notamment le conventionnel. Donc, au niveau des marchés de gros de l'électricité, dans ce cas, la baisse spectaculaire des coûts de production d'électricité à grande échelle et à base de principales sources renouvelables à forte progression, notamment. Donc, nous avons l'éolien et le solaire photovoltaïque. Donc, ce qui a permis déjà à celle-ci d'être compétitive vis-à-vis d'autres ressources, notamment même le fossile. Donc, par exemple, à titre d'exemple, différents nombres d'études dédiées à la situation en Europe montrent que le coût moyen actualisé de l'énergie produite par le projet photovoltaïque à grande échelle varie actuellement entre 24 € par mégawattheure dans les régions du Sud, c'est-à-dire la France, le Sud de la France, le Sud d'Espagne, le Portugal, l'Italie, et de 42 € par mégawattheure en Nord dans les pays scandinaves. Donc, ces estimations sont en effet bien
validé sur le terrain à travers les plus récentes données, donc des appels d'offres qui ont lieu à travers le monde en 2019, donc généralement avec des garanties d'achat entre 20 et 25 ans. Donc, avec des prix qui ont atteint des prix quand même très compétitifs, qui sont inférieurs à des centaines de dollars, ont été proposés par pas mal de pays. Donc, le Portugal, les États-Unis, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, en Californie, etc. Et aussi, je ne l'ai pas mis là, mais la dernière offre qui est vraiment très, très intéressante, qui a été faite par les Émirats arabes unis, c'est l'installation d'une centrale photovoltaïque euh, solaire, donc avec un appel d'offres de 0,75 centimes de dollars, qui est un prix vraiment très, très, très bas et peut concurrencer même l'électricité produite par le gaz. Donc, pour ce qui concerne l'Algérie, donc, ce qu'on doit savoir, c'est que l'Algérie, en fait, elle a lancé un programme national dans le développement des énergies renouvelables. Le premier programme national dédié au développement et à la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Algérie a été adopté par le gouvernement en 2011. Donc, au départ, il était convenu ou bien ambitionné un taux de 40% de capacité de production d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon de 2030. Malheureusement, le planning de réalisation prévu n'a jamais été suivi dès les premières étapes. Donc, en effet, dans ce tableau-là, ça représente les différentes capacités de production d'électricité en Algérie, donc à base de ressources renouvelables sur les 6 dernières années ou bien depuis 2013. Donc, sur l'ensemble des projets pilotés totalisant les 110 mégawatts prévus sur la réalisation en vu le jour avec une puissance globale de 36,3 mégawatts, dans une centrale éolienne de 10,2 mégawatts et une centrale photovoltaïque de 1,1 mégawatts. Pour le reste, sur un programme totalisant 343 mégawatts de centrales solaires photovoltaïques a été lancé depuis 2014. Donc, avec depuis 2014, donc c'était 265 mégawatts est partitionné en trois lots, donc l'Est, l'Ouest et le centre de l'Algérie, et 75 mégawatts dans le cadre d'un lot destiné au sud algérien. Donc après, ça c'est le premier programme. Le deuxième programme, donc la réactualisation en 2015 de la première version de ce projet-là, bien de ce programme, édité en 2011, a été essentiellement motivé par la modification notable dans le monde quant au coût d'investissement de production d'électricité à base de diverses sources renouvelables. Donc, au départ, l'Algérie, le premier programme a été proposé de façon à ce qu'il y aura une installation assez importante dans les énergies renouvelables à base de CSP. Donc, après quelques années, donc le photovoltaïque a eu un développement très, très accéléré. Donc, et le coût de production en photovoltaïque solaire a été divisé par un chiffre assez important. Donc, il est devenu l'énergie la moins chère. Donc, le gouvernement a été obligé de changer sa stratégie et de s'orienter plus vers le photovoltaïque que le CSP, qui coûte quand même assez cher. Donc, et malheureusement, on observe qu'à ce jour 2021, donc, au même titre que la première version du programme, le planning d'action n'a pas été suivi, ni même vu un début d'application quelconque. Donc, une seule centrale solaire photovoltaïque de 10 mégawatts a été réceptionnée en 2018 par
et installé par Sonatrach. Voilà. Donc, un troisième programme du développement des énergies renouvelables d'une capacité de 16 000 MW à l'horizon de 2035, et c'est exclusivement à base de solaire photovoltaïque, dernièrement a été soumis comme une des pièces maîtresses de la transition énergétique. On a vu. Donc, selon le ministre, dernièrement, selon l'idée du ministre de l'Énergie, donc ainsi 15 000 mégawatts sont été destinés à être produits exclusivement par les centrales solaires connectées au réseau, donc électrique national, dont une première tranche de 4 000 mégawatts est à réaliser à l'horizon de 2024, alors que les 1000 mégawatts restants sont à déployer en autonomie à l'horizon de 2030. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que quand on voit de loin, on se dit les énergies renouvelables, facile, il faut mettre un panneau photovoltaïque, une centrale photovoltaïque, ça produit de l'électricité tout au long de la journée. Mais en général, la population ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de défis qu'on doit surmonter pour tout simplement faire fonctionner facilement ces centrales-là. Donc, là, je vais essayer un petit peu de parler des différents défis de gestion d'énergie, les défis de gestion d'énergie de ressources renouvelables. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que le premier problème qui est vraiment rencontré, c'est que l'énergie produite sous forme de ressources renouvelables, c'est une énergie intermittente. Intermittente, c'est-à-dire au cours de la journée, on a pratiquement 8, 9, 10 heures de production. Cela dépend des endroits. Et après cela, on est obligé soit de stocker de l'énergie, soit d'acheter de l'énergie qui est produite sous forme conventionnelle. Donc, sur notre plan, donc, il y a lieu de tenir compte du fait que les moyens de génération d'électricité à base de ressources renouvelables est intermittent, notamment solaire photovoltaïque et éolien. Donc, sont conçus pour forcer, ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'ils sont conçus pour forcer l'injection aux régions de la totalité de leur production. Donc, soit, il n'y a pas d'autre choix. Il y a trois possibilités pour les centrales photovoltaïques. Donc, soit elle doit forcer le réseau, donc elle doit injecter toute l'électricité produite dans le réseau, soit elle va injecter une partie, consommer une autre partie par la charge et le reste va être stocké, bien soit elle va se déconnecter complètement. Donc, et là, c'est une perte aussi. Donc, face à cela, ce sont donc des centrales classiques pilotables et connectables et connectées au même réseau qui sont mises en contribution pour établir en temps réel l'équilibre exigeant entre la production et la consommation. Donc, c'est que le problème qui est rencontré en généralement, c'est que dans les centrales photovoltaïques, quand elles sont injectées au réseau, donc toute cette électricité doit être soit injectée au réseau, donc elle doit forcer le réseau, quelque chose, donc elle doit être injectée au réseau ou bien stockée. D'accord? Donc, et c'est là que réside le problème, c'est-à-dire les gestionnaires de réseau, et ils sont obligés de mettre cette énergie-là comme priorité par rapport à d'autres énergies qui sont produites, c'est-à-dire, par exemple, les centrales à vapeur, etc., par les centrales à vapeur, ou bien par d'autres générateurs, etc. Donc, et là, ce que doit faire, c'est que du moment que cette énergie elle est intermittente, c'est-à-dire elle dépend des conditions météo, donc il faut envisager qu'il y a des moments où la production photovoltaïque vient de ce renouvelable peut diminuer brusquement. Donc là, le gestionnaire doit assurer la continuité de réseau. Et là, il est obligé d'aller quelque chose, de combler le déficit qui est engendré par les centrales photovoltaïques ou bien éoliennes par une autre source d'énergie, soit les générateurs électriques, soit des centrales hydrauliques ou bien des centrales thermiques, etc. Donc là, j'ai essayé un petit peu de parler de ce problème-là parce que c'est un problème qui est très important, c'est un problème qui nécessite une connaissance très approfondie de réseau, premièrement, de la consommation, deuxièmement, de la production
d'électricité. Et le plus important de tout cela, c'est qu'on doit avoir des modèles. Les modèles, ce sont des modèles informatiques qui sont développés dans ce sens-là, c'est-à-dire des modèles qui nous permettent de faire une bonne gestion et de chercher l'équilibre entre consommation et production, et aussi qui nous permettent de contrôler les différentes sources d'énergie. Et la chose aussi la plus importante, c'est qu'on doit avoir ce qu'on appelle des modèles de prédiction. C'est-à-dire, on doit prédire à l'avance la production des différentes sources renouvelables pour que les gestionnaires de réseau se préparent à combler le déficit produit par ces centrales photovoltaïques ou bien par ces éoliennes. Donc là j'ai mis un petit exemple d'une évaluation d'une quinzaine de jours au mois d'avril. Donc, en France, où l'intégration des énergies renouvelables représente 35% dans le réseau. Donc, les partagés en trois parties. Donc, c'est quinzaine de jours. Donc, la première partie, c'est une partie où il y a un surplus de production d'électricité renouvelable. Là, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la vendre facilement. La deuxième partie, qui est la partie charge, donc il y a un certain équilibre, donc ce qui a été produit est directement consommé par la charge. Et la troisième partie, qui est la partie que craignent les gestionnaires de réseau, et c'est où il y a un déficit de production. Donc là, on est obligé, les gestionnaires sont obligés de le remplacer par d'autres sources d'énergie. Donc là, nous allons essayer de parler un petit peu, je vais donner un petit peu de différentes sources d'énergie, donc la gestion d'énergie de sources renouvelables, donc les différents types d'installations. Donc, il y a trois types d'installations. Donc, la première, c'est à grande échelle. Donc, j'ai mis là des photos réelles qui sont installées au niveau de l'Algérie. Donc, particulièrement à Adra, donc les petites échelles injectées au réseau, et le troisième, c'est l'autonome injecté ou non au réseau. Donc les trois types d'installation, on peut simplement les injecter au réseau. Et là, on rencontre trois types, formes de problèmes. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle une énergie intermittente. Le deuxième, c'est la qualité d'énergie. Le troisième, c'est les différentes sources d'énergie. Donc, quand il y a différentes sources d'énergie, là aussi, c'est un peu compliqué de les gérer en même temps. Donc, pour ce qui concerne la qualité d'énergie et l'injection au réseau. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que avant d'injecter au réseau, donc l'énergie produite par les centrales photovoltaïques, par exemple, c'est une énergie d'ici, donc on est obligé de convertir cette énergie sous forme acide. Donc là, j'ai pris un petit exemple dans lequel on injecte l'énergie produite en photovoltaïque vers un réseau de distribution de la wilaya d'Adra. Donc, un système de protection, en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que dans ces inverteurs, il y a un système, ce qu'on appelle un système de protection qui est mis en place à l'intérieur des onduleurs pour déconnecter le système photovoltaïque en cas où le réseau est instable. Donc, où il y a, par exemple, une montée ou une basse tension ou bien l'instabilité de la fréquence du réseau ou bien même la panne de réseau. Donc, en fait, quand on fait un raccordement intensif au réseau, cela provoque des perturbations du réseau. Donc là, la tension peut dépasser la limite de la tolérance au point de couplage, c'est-à-dire au point où on couple avec le réseau. Donc, pour le réseau algérien, c'est de 220 volts, plus ou moins 20 volts. Donc, pour faire face aux surtensions de réseau, donc les onduleurs sont généralement qu'est-ce qu'ils font? Ils activent la fonction de protection et ils se déconnectent du réseau. Donc, et là ça crée vraiment un vrai problème. Donc, je les mets dans ces graphes-là. Donc, quand, par exemple, elles dépassent les 240, les 240 à peu près volts, donc à partir de là, ce qui fait que la centrale va se déconnecter, donc elle va devenir en état, ce qu'on appelle circuit ouvert, donc elle ne produit pas d'électricité.
Donc, pour cela, au niveau de notre unité, une étude dans ce sens a été réalisée au niveau de notre unité, donc, qui montre que les pertes dues à l'instabilité du réseau peuvent atteindre 5,3% annuellement. C'est-à-dire la centrale peut perdre 5,3% d'électricité produite juste parce que le réseau de distribution ou bien le réseau national électrique est instable. Voilà. Donc là, nous allons essayer un petit peu de parler de défis techniques dans la production d'électricité d'origine renouvelable. Donc, un petit résumé. Donc, premier, c'est la gestion d'énergie produite et consommée. Le deuxième, c'est que c'est le monitoring, le contrôle, le diagnostic des différents types de production de sources renouvelables. Le troisième, c'est la distribution d'électricité de sources renouvelables. Et enfin, c'est la création de l'équilibre entre l'énergie produite à base de renouvelables et du conventionnel. Donc, c'est là, c'est dans ce problème-là que intervient l'informatique dans les énergies renouvelables. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est qu'avec le développement du domaine de l'informatique, en général, dans tous ces domaines, donc on peut le trouver dans ce qu'on appelle les smart homes, les smart cities, les smart grids, avec le développement aussi de l'Internet of Things, de l'intelligence artificielle, de la transmission, de l'Internet 5G, etc. Donc, cela nous permet facilement de trouver des solutions aux différents programmes rencontrés dans les technologies renouvelables, bien dans la gestion d'énergie, d'électricité produite sous forme de sources renouvelables. Donc, en fait, où l'informatique peut intervenir. Donc, l'intervention de l'informatique dans le domaine des énergies renouvelables. L'installation des systèmes renouvelables autonomes injectés au réseau nécessite avant tout des équipements bien adaptés et une gestion spéciale. Donc, avant d'installer les panneaux, les batteries, l'éolien, etc., les inverteurs, ils doivent être avant tout, ils doivent être produits. Donc, et dans les différentes chaînes de production, on trouve le rôle de l'informatique à l'intérieur, c'est-à-dire dans la modélisation, la conception, les simulations, le contrôle, la transmission, le diagnostic. Donc, tout cela, on le trouve dans les différentes chaînes de production des différents équipements. Donc, à l'échelle de production. Donc, à l'échelle de production aussi, on peut trouver l'informatique, le rôle de l'informatique dans le dimensionnement des différents systèmes, dans le monitoring des systèmes, dans l'acquisition de données, le diagnostic et le contrôle des différents systèmes, soit photovoltaïques ou bien éoliens, la prédiction météorologique aussi, avec le développement de différents modèles de prédiction de forecasting, le traitement de données aussi avec ce qu'on appelle des programmes de traitement de données, de données météorologiques ou bien de données techniques de différentes centrales et l'analyse de tout cela. Donc, à l'échelle aussi de l'exploitation aussi, c'est que toute l'énergie qui est produite doit être consommée, donc injectée au réseau et vers la consommation. Donc, là aussi, il doit y avoir ce qu'on appelle un contrôle de gestionnaire de réseau d'électricité. Là aussi, c'est de l'informatique. Ce sont des programmes de contrôle, de gestion qui sont développés pour gérer toute cette chaîne-là de la production vers la consommation. Donc, où elle peut intervenir aussi, en général, donc, elle peut intervenir dans tout ce qui est développement de différents logiciels de monitoring de différents systèmes, dans le développement des algorithmes et de la programmation, dans les différentes simulations aussi, la prédiction aussi dans le forecasting, donc ce sont des modèles qui sont développés, dans le traitement de données et d'images, dans le diagnostic aussi qui est très, très important, la transmission de données et le contrôle et la commande à distance de différents systèmes de sources renouvelables. Je vais essayer un petit peu de parler de l'expérience de l'ERMS dans l'intégration d'informatique dans les énergies renouvelables. Donc, au niveau de notre unité, donc, il y a eu un développement d'un système, d'un logiciel de monitoring du système photovoltaïque
en état online et offline. Donc là, il y a eu tout un développement de ce système-là. Donc, et là, c'est de l'informatique pure. C'est-à-dire, quand on voit ça, on voit que des interfaces de ce logiciel que j'ai mis là, et l'interface aussi principale, l'interface dans laquelle on met les différents détails des résultats. Mais derrière ça, il y a des centaines de programmes, d'algorithmes qui nous permettent de traiter les données, de faire des calculs, de prédire aussi, et aussi, le plus important aussi, de prédire en temps réel la production, bien en avance aussi, hein, de la production de notre centrale photovoltaïque, et aussi de faire des diagnostics. Quand il y a un problème, ce sont des modèles qui ont été développés par les différentes équipes et qui nous permettent tout simplement de détecter n'importe quel défaut au niveau de notre système de production sous forme de renouvelable. Donc, après, il y a ce qu'on appelle la supervision et surveillance du système. Donc, le rôle de logiciel de monitoring, premièrement, est de la récolte des données, la supervision et la surveillance du système photovoltaïque. Pour cela, plusieurs nouveaux modèles d'évaluation des performances, impact des différents paramètres, détection des défauts, leur classement, etc., ont été réalisés et intégrés dans ce logiciel, comme je l'ai déjà dit. Donc, les travaux les plus importants sur lesquels nous avons développé les différents modèles, c'est la détection des différents défauts et le classement. Donc, des modèles qui nous permettent de définir des problèmes et les classer et de vous dire, voilà, il y a un problème, voilà le problème qui existe, voilà l'endroit où on peut envisager de trouver le problème et peut-être même il peut proposer. Donc aussi, après, il y a plusieurs modèles, donc on travaille beaucoup avec des modèles, donc c'est de l'informatique pure et de la programmation qui nous permettent d'évaluer et d'étudier l'impact des différents paramètres météorologiques, donc que ce soit le sable, que ce soit l'horizon, que ce soit les différents d'autres types de conditions météorologiques. Donc après, il y a aussi une tâche qui est très importante dans laquelle l'informatique joue un rôle très important, qui est l'estimation et la prédiction du système photovoltaïque. Donc là, l'intégration massive d'énergie solaire dans le réseau électrique pose de nouveaux défis aux dispatchers qui sont en charge de l'équilibre production-consommation. Donc là, le suivi continu, la prévision de la production photovoltaïque permet d'exploiter l'horizon sans incident tout au long de la journée. Donc, la solution qu'on a proposée, sur laquelle on travaille, donc s'appuie sur l'utilisation des données fournies par une mini-centrale qui est installée au niveau de notre unité pour élaborer des modèles météorologiques de prévision de la production photovoltaïque dans la région d'Adara. Ces modèles-là vont permettre aux dispatchers tout simplement de se préparer à une éventualité de baisse d'énergie ou bien de forte production d'énergie de différentes centrales et de se préparer à ça, éventuellement essayer un petit peu pour mieux que nous, en quelque sorte, gérer l'horizon de distribution. Donc voilà, je finis l'exposé. Merci de votre attention.